Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Donc, ce que je comptais vous présenter, c'était une synthèse d'une étude que j'ai réalisée avec un collègue, avec Emmanuel Boutefeu, pour le compte du ministère de l'écologie. Nous avions proposé cette étude à 1 an et demi. Nous avions proposé à l'époque de dégager des éléments de méthode et de connaissances sur la trame verte et bleue, notamment pour l'intégrer en France à partir d'études et de projets déjà réalisés à l'étranger. Alors, par rapport à ce travail-là, on est reparti du passé, on vient d'en parler, l'histoire a une certaine importance, on a déjà posé ce genre de questions. Donc, avec Emmanuel, on a un petit peu dressé une carte de courant par rapport à l'aspect trame verte et bleue. On a dégagé 3 courants, selon nous, des courants plutôt européens qui nous concernent, avec des aménagements de type maille, arbre d'alignement, etc. Donc ça, c'est très français, italien. On verra quelques exemples juste après. Ensuite, un courant plutôt nord-américain qui s'est fortement inspiré du courant européen, avec des parkways, la nature, wilderness, qui est la nature qui est vraiment en ville, une nature au sens qu'on ne connaît pas en Europe, et un courant plutôt de l'Est, alors là que je ne vais pas aborder faute de temps, et puis on ne l'a pas encore complètement étudié, où c'est plutôt c'est à la soviétique, c'est-à-dire des grands espaces ouverts qui coupent les villes. Évidemment, il y avait des réseaux écologiques qui étaient intégrés dans cette démarche-là, mais des réseaux militaires également, pour laisser passer les chars. Donc, j'ai découpé la présentation en trois parties. Trois cas qu'on a étudiés. Un cas italien, un cas allemand et un cas américain. Alors, pour commencer, le cas italien, c'est la ville de Rome. Pour ceux qui connaissent Rome, Rome est une ville relativement verte. Là, vous voyez une vue satellite. On aperçoit un certain nombre d'espaces verts. Notamment, vous voyez cette pointe qui rentre vraiment dans le cœur de Rome. C'est le parc de la Appia Antica qu'on a particulièrement étudié. Et vous voyez donc un certain nombre de coins verts que j'ai essayé de représenter ici, si j'y arrive. Voilà, ici. Vous voyez ce genre ces coins qui rentrent dans la ville. Alors, il faut dire que Rome n'a pas tout à fait la même planification que... Alors, si on compare par rapport à Paris, notamment, Rome est beaucoup plus étalée. La surface est immense. Rome va même jusqu'à la mer. Rome a un périphérique qui est très très éloigné, notamment si on compare à la même échelle entre Paris qui est en bas et Rome qui est ici. Là, on a les 2 échelles. Le périphérique parisien contraint la ville sur un espace relativement petit. Le périphérique romain, lui, est à une dizaine de kilomètres de la ville. Donc il est assez lâche, il y a un tissu lâche. Il y a de l'agro-romano, donc une partie qui est à la fois une campagne urbaine, si vous voulez, qui s'immisce au cœur de la ville. Donc on n'a pas tout à fait la même planification, la même histoire du sol. Alors, si on regarde au niveau de la région, c'est la région du Lazio qui intègre la ville de Rome, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de parcs, d'espaces naturels qui sont protégés, et quasiment tous sont protégés et comment dire, c'est Roma Natura qui est une structure qui s'occupe de ces parcs. Alors ces parcs, comme vous voyez, forment un chapelet autour de la ville. Vous voyez autour le cercle qui est autour de Rome, donc c'est le fameux périphérique romain qui est assez écarté, et vous voyez les parcs s'insèrent à l'intérieur de l'agglomération. Et ces chapelets de parcs nous ont fait penser au fameux pas japonais qu'on nous parle lorsqu'on parle de trame verte et bleue, c'est-à-dire des espaces presque quasi continus
où des végétaux et des animaux peuvent passer. Voilà. Donc nous, on a particulièrement étudié le numéro 12. Donc c'est un parc qui est à la fois historique et vous allez voir qui était déjà, disons, prévu au niveau planification. Alors, niveau planification, on s'est vraiment intéressé à ce plan-là, c'est le plan de certitude. Alors, c'est le plan de certitude, c'est le mot italien, qu'on n'a pas su traduire. En fait, c'est un plan qui n'est pas opposable, qui date de 97, qu'il est issu de 10 années de tractation entre tous les acteurs de la ville, les habitants également, les associations. Et au bout de 10 ans, on a décidé concrètement qu'est-ce qu'on garde pas en urbanisation. Donc il y a en gros 3 zones. Une zone rouge qui est vraiment la partie ville constituée, telle qu'elle est. Une zone jaune où c'est une ville peut-être en devenir. En devenir, on ne sait pas comment encore, mais... Et une zone verte qui est figée, figée entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, en tout cas qui est préservée, donc zone agricole et végétalisée, en forêt, etc. Donc vous voyez bien le parc de la Via Appia Antica, qui est donc cette pointe noire qui rentre au cœur de ville, qui touche même le Colisée. Hein. Donc c'est un parc qui rentre assez profondément dans la structure urbaine. Et à partir de ce plan des certitudes, en fait, tous les documents d'urbanisme qui, eux, ont été opposables, ils ont repris, si vous voulez, ces idées-là et ces territoires-là qui ont été figés à l'époque. Donc, les plans de planification actuels, ce sont les PRG. En fait, c'est à la fois un SCOT et un PLU. Donc il reprend les limites du plan de certitude. Et nous, on s'est intéressé, bien sûr, ce qui nous a intéressé, c'est en fait la frange, c'est-à-dire le parc, et comment ça se passe entre le parc et la zone qui est plutôt urbanisée. Et on s'est aperçu que en fait, les limites entre la ville et le parc sont très franches, contrairement à ce qu'on connaît en France. Donc on a directement un rideau d'habitation qui tombe sur le parc naturel. Alors, le parc, il est bien sûr structuré le long d'une voie romaine que vous voyez en jaune, c'est la Via Appia Antica. Donc c'est la partie, disons, historique, avec des ruines, des stèles, etc. Le reste, c'est de l'agriculture. Comme vous voyez, les moutons, c'est pas un photomontage, des moutons vraiment qui sont au cœur de Rome. On est à 500 mètres du Colisée. Voilà, c'est une image qui nous a assez étonnés pour une capitale européenne. Dans le PRG, donc dans le SCOT et PLU de la ville, en fait, vous voyez des lignes vertes qui sont déjà indiquées. Ce sont des corridors qui sont prévus en projet dans la ville pour relier des espaces naturels entre eux. Donc on achète, on peut exproprier, parce qu'il y a eu énormément de constructions illégales en Italie. Donc il y a énormément de travaux d'expropriation et de réalisation de corridors en lien bien sûr avec le parc. Alors ça c'est le côté, disons, touristique de la Via Appia, comme vous pouvez l'imaginer, avec une structure donc linéaire, et perpendiculairement nous avons des grands alignements qui donnent sur de grandes propriétés. Bon, ça c'est le côté, disons, touristique. Ce que l'on voit plutôt, la plus grande partie du parc, c'est des espaces donc non aménagés quasiment. En fait, ils sont à 85% privés, comme vous le voyez, donc multifonctionnels. Pourquoi ? Parce que ils sont ouverts, les gens peuvent à la fois pratiquer des activités sportives. Il y a des agriculteurs sur place qui en fait font des contrats avec le parc, qui est une structure en fait indépendante pour l'aménagement des fossés, pour plutôt avoir une pratique de gestion extensive et biologique, etc. Donc, un espace une ligne de contact, comme j'ai écrit, nature franche et nette. Ça, c'est vraiment assez étonnant. Tout le long du parc, on a vraiment ce rideau d'habitation qui donne directement sur le parc.
Alors, ce qui est pour nous essentiel, c'est que en fait, l'agriculture et les espaces naturels sont, j'ai marqué, imbriqués et très variés. Et c'est ce qui permet d'avoir une biodiversité relativement importante. Cette biodiversité a été fortement étudiée. Contrairement à chez nous, de nombreux scientifiques ont vraiment finement étudié la biodiversité urbaine. Ce sont des données qui nous manquent chez nous. Nous, on est en train de les acquérir. Mais là-bas, ça fait très longtemps que les scientifiques et les universitaires ont travaillé finement sur toutes les sortes d'espèces végétales et animales qui sont en ville. Donc, du coup, il y a tout un panel et c'est suivi. Et c'est en fait, cet agro-romano qui est très riche et multifonctionnel qui fait que la biodiversité est conservée et relativement importante. Voilà. Bien sûr, il y a, dans ce parc-là, il y a des animations, il y a des programmes avec les scolaires, avec les acteurs. Bon, ça c'est quelque chose de relativement classique qu'on a également chez nous. Donc vous avez ce type de paysage, c'est-à-dire vraiment une langue agricole qui rentre à l'intérieur de la ville. Donc c'est ce qu'on appelle l'agro-romano. Et donc vraiment la ligne de contact qui est assez étonnante. Là, ici encore, on a un liseré derrière les cannes. Vous avez quelques jardins ouvriers, mais généralement, on a vraiment une ligne même sans jardin qui est directe. Voilà. Et puis il y a des endroits étonnants, c'est-à-dire qu'au sein du parc, il y a un espace clôturé. Bon, le parc est complètement ouvert, mais là, il y a un espace clôturé qui est en pied des immeubles. Et en fait, il s'agit d'un parc, un square, pour les habitants. Et en fait, quand on interroge les gens, à la fois les acteurs du parc ou les habitants, ils sont plutôt satisfaits de cet espace-là. Moi, quand je le montre à des maîtres d'ouvrage français, ils sont un petit peu, disons, étonnés. À part les bancs, il y a zéro aménagement, il n'y a pas de cheminement, il n'y a pas de poubelle. Les arbres il n'y a pas de plantation en fait, il n'y a rien. C'est un espace très très simple, à minima, parce qu'il n'y a pas forcément de moyens. Donc voilà, c'est une autre façon d'aménager. Sans transition, je vais passer à l'Allemagne. Alors là, quand on est parti sur Berlin, on était un peu plus sûr de notre coup pour trouver une ville relativement verte, puisqu'elle a quand même cette image-là. Effectivement, c'est une ville verte qui a été prévue pour être verte dès le démarrage, dès le démarrage de la planification, disons. Ensuite, l'histoire a fait un certain nombre de destructions, la ville coupée en deux, etc. Donc, du coup, la ville a subi des zones, enfin, des zones étaient complètement laissées à l'abandon, en friche. Du coup, énormément d'espaces sont encore verts dans Berlin. Alors, nous, on a étudié, vraiment, c'est un tout petit parc qui est au sud de Berlin, qui est en fait une ancienne friche, une friche ferroviaire, qui était juste à la limite en fait entre l'Est et l'Ouest. Et donc pendant 50 ans, cet espace-là a été abandonné. Et en plus, non seulement abandonné, mais en plus il n'était pas... en fait, les hommes ne pouvaient pas y rentrer, puisqu'il était vraiment situé entre deux voies ferrées. Donc un espace qui était avant, évidemment, industriel, où il y avait zéro végétation. Et du coup, pendant 50 ans, il s'est transformé. Un certain nombre de végétaux qui étaient apportés par... Il y avait des graines, en fait, dans les trains. Voilà, du coup, ces graines-là se sont transformées et des forêts sont apparues petit à petit. Et cet espace-là, l'équivalent de la SNCF là-bas voulait justement se le réapproprier lorsque le mur est tombé, pour refaire une gare en fait. Et les habitants se sont montés en association et ont tenu à ce qu'il y ait un parc pour eux, parce qu'il manquait de parc. Donc ce travail a été réalisé, et le parc qui est vraiment tout petit est composé. Alors là, vous avez une entrée, il y a une station type RER,
et avec une entrée. Et vous avez un espace là où il y a la photo, c'est-à-dire c'est l'espace d'accueil avec les friches. Il y a évidemment une brasserie et un gardiennage. Et le reste, en fait, c'est des espaces un peu plus naturels en vert foncé, où il y a des cheminements, mais très peu d'aménagement. Et un espace central qui a la particularité d'être en Natura 2000, donc hyper fragile, mais alors, on se permet d'y passer, mais on ne va pas à l'extérieur des chemins. Alors, du coup, le paysagiste, il y a eu un concours pour ce projet, et le paysagiste s'est dit, je vais profiter des chemins de fer qui sont existants, alors certains ont été envahis, comme vous voyez tout en haut, d'autres, on a tout simplement remis de l'asphalte entre les rails pour continuer, poursuivre un cheminement sans aménager pour autant. On a fait intervenir des artistes également pour intégrer quelques aménagements, notamment des bancs et quelques zones de repos. Donc on retrouve évidemment une locomotive qui a été repeinte à neuf par l'association, mais ce qu'on voit à la photo du bas, elle est assez intéressante parce que justement c'est la fameuse zone Natura 2000 où le paysagiste a eu l'idée de remonter sur un caillebotis le chemin, qui est en fait sur une voie ferrée, de façon à ce que les visiteurs hésitent à sauter. On est à 50 cm du sol. Tomber dans l'herbe folle, on a moyennement envie en général, puis on est en Allemagne aussi, donc voilà, il y a peut-être moins de soucis. Du coup, on respecte ce lieu et on ne déborde pas. Des petits points, des petits zooms qu'on a découverts à Berlin, ça c'est plutôt connu, c'est le jardin de pluie à Potsdamer Platz. Donc en fait, jardin de pluie, c'est vraiment des espaces où on récupère l'eau du quartier pour l'infiltrer à même le sol ou la récupérer pour des utilisations. Ici, on la récupère pour l'eau des toilettes, pour l'ensemble du quartier et pour arroser les espaces verts et nettoyer les rues. Évidemment, ça c'est un exemple de jardin de pluie assez conséquent, très technique à l'allemande, avec des citernes enterrées, des choses assez sophistiquées. On peut avoir des choses beaucoup plus simples. On a ça autour de la Part-Dieu d'ailleurs, des petits cas de jardin de pluie très très simples, non techniques on va dire. Voilà, ça c'est un exemple assez, disons, extraordinaire. Berlin, c'est, comme je vous disais, une ville très verte où finalement les habitants sont habitués, de par leur histoire, à voir des friches. Chose qu'on n'a peut-être pas encore chez nous. Donc, en fait, faute de moyens également, il ne faut pas se le cacher, la ville de Berlin est très endettée, on a des espaces sous les arbres qui sont quasiment, on pourrait dire, abandonnés quand on regarde ça avec un œil de français. Alors, il y a des contrats avec les magasins ou les cafés pour que les cafés aient le droit d'aménager les pieds d'arbres qui sont juste en face de chez eux ou fleurir. Par contre, le reste de la ville, en fait, on a des petites mini-forêts vierges au pied des arbres. Au pied des arbres, et justement, les services des espaces verts de Berlin ont eu l'intelligence de finalement, pourquoi mettre des espaces, des pieds d'arbres circulaires, de toute façon qu'on ne va pas entretenir parce qu'on n'a pas les moyens, autant faire un linéaire continu, donc on est dans l'idée d'un corridor vert, le long des arbres, de façon à faciliter aussi les déplacements à la fois des animaux et des végétaux. On a vu des choses assez étonnantes, notamment des pieds d'immeubles d'HLM, qui sont vraiment extrêmement végétalisés, pas entretenus ou entretenus de façon, disons, de manière extensive. Donc des choses qu'on aura du mal pour l'instant, nous, à réaliser chez nous. Alors il y a des choses qui sont un peu plus, disons, culturelles. Le problème, c'est...
enfin, c'est pas vraiment un problème, mais lorsqu'on se promène dans les parcs en Allemagne, on découvre des endroits étonnants, par exemple des cimetières qui sont entièrement végétalisés. On est dans une forêt avec les différentes strates arborées, avec des fourrés et une végétation herbacée. Et donc ce type disons, d'aménagement très différent de ce qu'on connaît, c'est-à-dire nous c'est plutôt du minéral avec des cyprès. Voilà, c'est des choses qu'on voit là-bas. Bon, là c'est de la culture, une culture qui est différente. Enfin, je rappelle quand même qu'en France, il y a également des aménagements de cimetières qui sont un peu différents. Je pense au Pays Basque et d'autres régions qui ont des aménagements un peu différents, beaucoup plus végétalisés et beaucoup plus intégrés. Des petites choses qu'on a vues également, c'est-à-dire bon, des moyennes surfaces qui sont dans les quartiers. Ce qui m'embête un petit peu lorsque j'ai vu ça, c'est que ce module-là, ce bâtiment-là, j'ai vu le même autour de Lyon ou dans la région parisienne, exactement le même architecte, sauf que chez nous, bizarrement, la toiture n'est pas végétalisée. Pourquoi ? J'ai pas encore compris. Même si, tout ce qui est toiture végétalisée, niveau biodiversité, on sait très bien que c'est un pouillème, c'est pas grand-chose. Par contre, niveau, disons, par rapport au public, par rapport à l'image, même de la société, je trouve que c'est un travail qui est plutôt intéressant, au niveau pédagogique. Sans non plus de transition, on traverse l'Atlantique, on va sur Chicago. Alors vous me direz pourquoi Chicago? Bon, Berlin on comprend, Rome c'est pas loin. Chicago, tout simplement de par l'histoire. Tout à l'heure on a vu une photo de Central Park. C'est Olmsted, un grand paysagiste américain qui l'avait réalisé. Et bien justement, Olmsted a également travaillé à Chicago et il a fait quelque chose de très intéressant, c'est qu'il a réalisé un système de parc dans la ville, associé à Burnham, qui était l'urbaniste qui a vraiment réalisé la structure urbaine. Donc du coup, on a voulu savoir, comprendre un petit peu déjà historiquement comment ça s'était passé, le pourquoi, et qu'est-ce que c'est devenu. Alors, vous voyez en haut à droite le plan de Burnham, donc, qui a associé avec Olmsted, a réalisé vraiment un système de parc, une structure verte avant la ville. Il faut dire que Chicago a quasiment entièrement brûlé en 1871. À l'époque, la ville était encore énormément en bois. Et ils ont fait appel à Burnham l'urbaniste Burnham pour expérimenter une planification nouvelle, on va dire. Et ils ont imaginé donc de créer c'est la ville en damier comme on le connaît, mais également une structure urbaine, une armature verte avant la ville. C'est-à-dire que là, on se retrouve à des centaines de kilomètres du centre-ville et on plante avant la ville. Alors du coup, c'est plus facile ensuite d'avoir une ville verte lorsqu'on a une armature verte au préalable. Alors évidemment, les apps du temps sont passées par là, le tout voiture aussi. Donc notre parc qui était censé longer le lac Michigan, on se retrouve avec une autoroute, ok. Donc il y a eu des endroits qui ont été plus ou moins abîmés, mais il n'empêche que l'âme du projet est encore là, et la ville le sait bien parce qu'elle veut redorer son image, travailler sur une image de ville verte. Donc du coup, ils veulent justement retravailler sur ces espaces-là qui ont été plus ou moins malmenés par le temps. Alors vous voyez, juste à côté de la carte, ce petit projet-là, en fait, il ressemble à pas grand-chose, mais en fait, c'est le premier parkway qui a été réalisé aux États-Unis. En fait, c'est en 1893 a eu lieu la première exposition universelle à Chicago. À l'époque, évidemment, les Américains voulaient un petit peu
montré qu'ils étaient également, qu'ils pouvaient faire des choses nouvelles, surtout face à la vieille Europe. Et du coup, ils ont demandé à Homestead de travailler sur l'espace de la future Expo. Et Homestead a créé ces deux parcs, donc un parc qui donne sur le lac et un parc qui est juste là. On les retrouve juste ici, en fait. Et il a relié tout simplement les deux parcs par un parkway. Et cette idée-là, si vous voulez, il a expérimenté ça, ça a fonctionné énormément. Et du coup, à partir de cet exemple-là, il a pu le développer sur toute la ville. Alors, que fait la ville maintenant, les services des espaces verts? Ils rénovent beaucoup. C'est-à-dire que des espaces, là on est dans le Lincoln Park, c'est-à-dire le parc qui est le long du lac. Il y a un zoo, il y a une université. Juste à côté, il y a cette espèce de parc plus ou moins étendu avec des dépressions, des petits lacs qui ont été complètement refaits. Refaits parce qu'ils avaient été bétonnés, ils servaient de canotage et de patins à glace, d'espace de patins à glace l'hiver, donc forcément c'était tout sauf naturel. Et en fait, avec les scientifiques du zoo et du jardin botanique juste à côté, ils ont repensé cet espace-là et travaillé pour recréer les écosystèmes, chose qu'on voit peu chez nous. Donc une recréation d'écosystèmes dans ces parcs-là, qui sont ouverts au public. Alors, ils l'ont fait à l'américaine, hein, c'est-à-dire, évidemment, tout doit être accessible par des pontons, énormément d'affiches, d'expositions pour expliquer le pourquoi, les espèces qui sont là, etc. Donc quelque chose qui fonctionne assez bien. Et tout cela au pied des gratte-ciels, puisqu'on est vraiment en centre-ville. C'est vraiment le parc central de la ville. Dans les espaces qu'on a rencontrés autour de Chicago, il y a des espaces, disons, plus classiques, qui sont entretenus plus ou moins de manière extensive. Des espaces, disons, à l'européenne, très simples, mais des espaces de plus en plus laissés, où des broussailles poussent, des prairies repoussent, avec des petits panneaux qui expliquent que, écoutez, on laisse pousser, on laisse venir, ne vous inquiétez pas, on entretient quand même. Et donc on obtient par moment des espaces où on explique que c'est des espaces de nature, des réserves naturelles, qui sont toujours au pied des immeubles. Et ce qui nous a vraiment étonnés, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas vu ailleurs, c'est qu'ils vont jusqu'à fermer ces espaces. On est au pied d'immeuble, là, on a une clôture, on ne peut pas accéder à cet espace-là. On peut observer, ils ont mis des pontons pour observer les oiseaux, avec quelques panneaux pour expliquer quelles espèces existent et viennent nicher. Mais voilà, c'est des réserves clôturées en pleine ville qui permettent à la nature de se développer. Voilà, une nature qui n'existait plus du tout, hein. C'est une recréation complète, récente. Donc, recréation d'écosystèmes, des natures, comme ils disent, en expansion. Donc vraiment, ils sont là pour vraiment observer aussi. Beaucoup de scientifiques travaillent sur ces espaces-là, pour voir au niveau faune ce qui se passe. Ils mettent des caméras infrarouges pour voir ce qui se passe la nuit. Et il se trouve qu'il y a justement des animaux où on ne s'attendait pas à voir des animaux, de tels animaux en tout cas en centre-ville. Puisqu'il faut quand même traverser le centre-ville pour accéder à ces espaces de nature, entre guillemets. Des espaces qui sont préservés. Ici, on pourrait avoir un espace splendide pour construire, mais en fait, non, il est complètement protégé, en réserve naturelle. Interdiction d'y rentrer, sauf dans 2 espaces particuliers pour pouvoir observer, où il y a toute une prairie et un cortège de végétal qui pousse. Ils vont même jusqu'à recréer, ça non plus je ne l'avais pas vu ailleurs, des dunes. Là c'était un parking en fait, on donne sur une plage, parce que le lac de Michigan est complètement baignable l'été. Il y avait un parking tout simplement tout bitumé, et ils ont
fait venir le sable, replanter des zoyas ou des équivalents en tout cas américains, avec tout un cortège de faune qui est arrivée et qui a été introduite. Donc vous voyez, bon, c'est un travail quand même relativement lourd. Et pour finir, vous voyez des espaces comme cela. Alors Homestead, lui, il avait prévu, là on est ici, hein, vraiment au bord, sur le lac, sur une presqu'île artificielle. Homestead avait prévu de réaliser des parcs et des jardins à cet endroit-là. Finalement, la ville en a décidé autrement et la vie a fait que c'était des industries. Industries qui ont périclité dans les années 80-90. Du coup, on a tout détruit. Et on se retrouve avec une prairie qui a été semée d'abord par la ville. Et on laisse faire. C'est un espace de friche et de projet, puisque la ville envisage à cet espace-là, donc ça c'est une vue d'artiste, de réaliser un parc, mais nouvelle génération, avec création de différents biotopes, tous les biotopes qui existaient auparavant dans Chicago, mais qui sont complètement, qui ont été détruits. Donc une récréation complète sur cet espace en friche, prévue lorsque les financements, évidemment, seront revenus. Parce que la crise est arrivée aussi chez eux, donc du coup, il y a des projets en dormance, mais bon, l'espace en tout cas est préservé maintenant. Si vous voulez plus de détails sur ces... Parce que là, j'ai fait vraiment des zooms assez rapides pour vous montrer les trois cas. Vous avez des fiches un peu plus complètes téléchargeables, téléchargement libre, hein, bien sûr, sur ce site-là, sur certu.fr et sur environnement. Voilà. Si vous avez des questions... Merci.